Bien le bonjour. Ça, c'est de la noix de muscade. Tu connais peut-être ça parce que c'est plutôt pas mal pour mettre du goût dans tes purées notamment, et t'as plutôt pas tort. Mais est-ce que tu sais que quelques grammes de cette épice peut tout simplement te tuer? Aujourd'hui, je te donne 5 exemples d'aliments qui, s'ils sont mal préparés ou consommés en trop grosse quantité, peuvent tout simplement mettre fin à tes jours. D'ailleurs, je te parlais de la purée il y a quelques secondes, mais dans la purée, il y a aussi de la pomme de terre. Et elle aussi, elle peut te tuer. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Premier ingrédient, la patate, la pomme de terre. Un féculent vraiment typique de la gastronomie française, encore plus pour moi qui vis dans le nord de la France. C'est incroyable la quantité de patates qu'on consomme dans le nord de la France. En moyenne, on estime qu'un Français va consommer sur une année 50 kilos de patates, ce qui est plutôt énormissime. Bon, bien évidemment, ça a l'air complètement inoffensif, une pomme de terre, mais c'est quelque chose qui peut être très dangereux pour ta santé si tu la consommes de la mauvaise façon. Pourquoi ça? À cause d'une molécule que renferme la pomme de terre qu'on appelle la solanine. Et la solanine, c'est tout simplement une substance qui est toxique et qui peut être très dangereuse si consommée à haute dose. Les symptômes, ils sont doubles. On va avoir dans un premier temps des symptômes neurologiques. Tu vas énormément trembler, tu vas perdre l'équilibre, tu vas avoir du mal à bouger tes membres de façon cohérente. Et dans un second temps, énormément de symptômes digestifs avec des diarrhées très puissantes et des vomissements très conséquents. C'est normal, tu me diras, le corps veut absolument évacuer ce poison de ton organisme et il le fait avec les deux moyens qu'il a, qui sont les plus efficaces. Dans la plupart des cas, on va avoir quand même très peu de mortalité. Les patients ont surtout un système digestif qui est très irrité, très abîmé, qu'il faudra réparer bien évidemment, et une déshydratation qui peut être très importante à cause des vomissements et des diarrhées importants eux aussi. Alors pour éviter ça, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu essayes de consommer des pommes de terre qui n'ont pas été trop germées ou qui n'ont pas passé trop de temps à la lumière vive du soleil. En fait, évite les pommes de terre sur lesquelles tu as des germes assez importants et évite les pommes de terre qui ont une couleur verte assez prononcée à leur surface. Le mieux pour ça, c'est de conserver tes pommes de terre dans un endroit frais et sec et surtout à l'abri de la lumière. Et puis quand tu les prépares ou que tu les consommes, même si tu as un petit peu la flemme, notamment quand tu fais une raclette, c'est super important que tu les épluches et que tu en enlèves tous les germes possibles. Si je fais une toute petite parenthèse nutritionnelle, je te rappelle que la pomme de terre n'est pas du tout le féculent le plus intéressant pour ton équilibre alimentaire. Parmi les tubercules, essaye plutôt de consommer de la patate douce, qui sera plus intéressante parce que plus riche en fibres. Et parmi cette grande famille des féculents, pense aux féculents complets surtout, pâtes complètes, riz complet, mais surtout aux légumineuses, tu sais, les lentilles, les haricots secs et tous les aliments de la famille des pois. Deuxième aliment, la noix de muscade, et plutôt du coup la poudre qu'on fait à base de cette noix de muscade. La noix de muscade, c'est donc une épice qui est énormément utilisée dans la gastronomie française, tu la connais peut-être dans la béchamel ou dans le pain d'épices, ou encore dans les purées, qui est son utilisation la plus classique. Derrière ces airs inoffensifs, la noix de muscade, elle contient une molécule qu'on appelle la myristicine. C'est une molécule toxique qui a de puissants effets psychoactifs. Consommée à petite dose, du coup, pour son côté un petit peu narcotique, on va surtout noter un engourdissement du corps, une tête qui va tourner un tout petit peu, bref, c'est un petit peu ce que cherchent les personnes qui la consomment pour ces raisons-là. Par contre, consommée à haute dose, les symptômes peuvent être très violents. On va noter des choses comme des palpitations, des sueurs froides, de la paranoïa, des tremblements, mais aussi des convulsions, des vomissements et des nausées très puissants. Au niveau de la dose, on estime que 20 grammes de poudre de noix de muscade, c'est mortel. Mine de rien, ça ne représente que 2 cuillères à soupe. Bien, hors de question de t'interdire de consommer de la noix de muscade, il suffit de bien la consommer, c'est tout. Et du coup, comment on fait? Premièrement, bien évidemment, la dose. Évite d'en consommer des doses absolument hallucinantes. Évite peut-être d'en mettre matin, midi et soir dans tes plats, même si je pense que tu es quand même relativement loin des fameux 20 grammes par jour. Ensuite, c'est pas parce qu'elle peut être mortelle qu'il faut que tu la vois comme quelque chose de nocif ou que tu dois mettre de côté. Si tu bois 100 litres d'eau, je pense que demain tu es mort, et pourtant l'eau c'est absolument essentiel pour ton bien-être. Donc pense à quand même consommer la noix de muscade dès que tu le pourras, c'est une épice qui a plein de propriétés très intéressantes pour ta santé. Elle est notamment connue pour aider à lutter contre les douleurs digestives, les douleurs menstruelles, mais elle a aussi quelques petits effets aphrodisiaques. Bien, troisième aliment de la liste, la noix de cajou. La noix de cajou que tu connais par cœur, que tu croises très régulièrement à l'apéro, qui accompagne souvent les petites cacahuètes. La noix de cajou, elle peut être dangereuse parce qu'elle renferme une molécule qu'on appelle l'urushiol, qui est une substance allergène et un poison particulièrement mortel s'il est ingéré à des doses assez importantes. Mais comme si ça suffisait pas, c'est pas la seule menace avec la noix de cajou, puisque la noix de cajou, elle peut aussi être un petit peu envahie par des champignons qui peuvent pousser à sa surface. Et ces champignons sont connus pour produire une toxine qu'on appelle les aflatoxines.
Et ces toxines sont dans un premier temps de puissants cancérigènes, mais aussi des poisons qui peuvent être mortels, encore une fois, si la dose est conséquente. Mais encore une fois, pas de panique. Comment faire pour qu'elle ne soit pas dangereuse? Eh bien, c'est peut-être l'une des seules fois de ma vie où je vais dire ça, mais là, pour le coup, il est mieux de consommer de la noix de cajou un petit peu industrialisée plutôt que de la noix de cajou fraîche. Pourquoi? Parce que les noix de cajou que tu vas retrouver dans le commerce, elles ont été cuites à la vapeur. Et donc ça, dans un premier temps, ça va détruire l'urushiol. Et on a aussi des normes d'hygiène en France qui sont très spécifiques, qui font que les petits champignons qui poussent à sa surface, normalement, c'est pas possible chez nous. Ce qu'il faut vraiment que tu évites de faire, finalement, c'est de manger de la noix de cajou presque fraîche auprès d'un fabricant peut-être artisanal qui peut pas te garantir du tout de critères de sécurité. Mais on va quand même pas se mentir que c'est pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins, donc ça ne justifie absolument pas que tu mettes la noix de cajou de côté de ton alimentation, sauf si t'es allergique bien sûr. 4e aliment qui peut te tuer, tout simplement, la rhubarbe. La rhubarbe, tu connais ça par cœur, c'est une feuille qu'on considère comme faisant partie de la famille des fruits, en tout cas d'un point de vue d'un nutritionniste, et qui est de saison en France à peu près du mois d'avril au mois de septembre. Le truc de la rhubarbe, c'est que toutes les parties qui la composent ne sont pas comestibles. Il n'y a aucun souci pour consommer la tige, et surtout le cœur de la tige, ça veut dire la tige une fois que tu l'auras épluchée. Par contre, la feuille et la petite peau qu'il y a à la surface de la tige sont particulièrement toxiques. Cette peau et ces feuilles, du coup, contiennent quelque chose qu'on appelle de l'acide oxalique, qui est quelque chose qu'il vaut mieux que tu évites d'ingérer. L'acide oxalique, c'est quelque chose qui a plutôt des propriétés anti-rouille, ou qui est notamment utilisé pour patiner ou pour blanchir du bois. Dans les recettes de tarte, crois-moi que c'est pas une très bonne idée. Le problème avec cet acide oxalique, c'est qu'il est capable de se concentrer, c'est qu'il est capable de se cristalliser. En fait, si tu en consommes de trop grosses quantités, il y a des cristaux, il y a des caillots qui vont se former dans ton corps, des caillots de ce fameux acide. Et comme souvent, la conséquence de ces caillots, c'est de menacer ta santé rénale puisque ça peut créer des calculs rénaux. Les conséquences, elles sont multiples. Dans un premier temps, bien sûr, tu vas mettre en péril la santé de tes reins et de tout ton système urinaire. Donc fais très attention à ça parce qu'on est ici sur l'un des filtres principaux de ton corps, avec le foie, avec la peau, avec les intestins notamment. Il faut vraiment que tu apprennes à prendre soin de tes reins si tu veux qu'ils continuent à bien faire leur travail. À côté de ça, on va noter des douleurs abdominales très intenses, une sensation de brûlure dans la bouche assez affreuse et encore une fois un mécanisme de défense très classique de notre corps, des vomissements et des diarrhées très importants qui peuvent mener parfois à une dénutrition et aussi à une déshydratation. Même si c'est assez rare, on a noté des ingestions de feuilles de rhubarbe qui étaient très importantes, qui ont engendré des crises vraiment très fortes au niveau de l'organisme de ces personnes, puis des convulsions, puis des arrêts cardiaques. Donc faut vraiment pas rigoler avec ça, qu'elle soit crue ou cuite d'ailleurs, cet acide oxalique est toujours présent dans la peau et dans la feuille de la rhubarbe, donc fais vraiment gaffe à ça. Alors comment est-ce que tu dois faire pour manger de la rhubarbe en parfaite sécurité? Premièrement, tu ne manges que les tiges et tu les épluches et tu les cuis. Deuxièmement, même si tu vas en gaspiller un tout petit peu, essaye de ne pas consommer la partie de la tige la plus proche de la feuille. Le simple fait de suivre ces 2 conseils va vraiment, normalement, te mettre à l'abri de n'importe quel problème. On estime que si tu fais cuire la tige de la rhubarbe, il y a à peu près 0,2 g d'acide oxalique dans 100 g de rhubarbe et les composés deviennent toxiques à partir de la consommation de 5 g. Donc tu vois que tu es plutôt large, ça fait qu'il faudrait que tu consommes 1 kg, voire plus de rhubarbe par jour. Crois-moi qu'on est plutôt à l'abri normalement. 5e et dernier aliment dont je voulais te parler aujourd'hui et qui est capable de te tuer, le sureau. Le sureau, c'est un arbre que tu as certainement déjà croisé, qui produit des petites fleurs blanches, mais aussi des petites baies bleu foncé, voire noires. Les baies et les fleurs, d'ailleurs, sont comestibles. Tu as peut-être déjà notamment entendu parler des sirops de sureau qu'on peut faire avec cet arbre. Alors pourquoi est-ce qu'il est dangereux? Parce que les baies, crues et pas mûres, renferment une molécule qu'on appelle le glycoside cyanogénique. Et si tu écoutes bien, dans cyanogénique, on retrouve le mot cyanure, que tu connais peut-être, c'est l'un des plus puissants poisons qui existent. T'as peut-être déjà croisé ça dans les films d'espionnage, tu sais, parfois les espions ont une fausse dent dans laquelle il y a du cyanure, et quand ils se font arrêter par l'ennemi et qu'ils veulent pas se faire torturer ou balancer les infos, ils cassent cette dent, ça pète dans la bouche et le cyanure les tue quasiment instantanément. Bien, du coup, tu auras compris qu'il faut pas trop rigoler avec cette petite molécule. Au niveau des symptômes, on est sur quelque chose d'assez classique quand on est sur un empoisonnement ou une intolérance comme celle-ci. On va dans un premier temps avoir des maux de tête qui sont très importants, des douleurs et des crampes intestinales assez abominables apparemment, et encore, toujours ce même combo, des vomissements et des diarrhées très puissants.
Ici, on est rarement sur un pronostic vital qui va être engagé, à part si les diarrhées et les vomissements durent trop longtemps et engendrent de la déshydratation, mais on est quand même normalement dans quelque chose que tu vas sentir venir, quoi. C'est pas comme la noix de muscade qui va avoir une dose qui peut te tuer d'un coup. Donc pour t'éviter tout souci avec le sureau, essaye de ne pas en consommer des trop grosses quantités d'un coup si c'est la première fois que tu le consommes, et bien évidemment essaye de favoriser des baies qui sont les plus mûres possibles. Tu les reconnais facilement, ce sont les plus foncés qu'il y a sur l'arbre, évite les baies qui sont vertes, qui sont rouges ou qui sont bleues assez claires. Ensuite, la deuxième précaution, bien évidemment, c'est de cuire le sirop. De toute façon, si tu veux en faire une confiture ou un sirop, ça fait partie du procédé, mais vraiment, la cuisson, c'est quelque chose qui va t'assurer que tu vas te débarrasser d'une bonne partie de ces toxines aussi. Et enfin, fais bien attention de ne consommer que les baies ou les fleurs. Enlève les tiges, enlève les feuilles, fais attention à ce qu'il n'y ait pas de morceaux d'écorce d'arbre non plus dans ta préparation, parce que toutes ces petites choses-là contiennent encore plus de composés toxiques que la baie en elle-même. Bien sûr, si tu respectes tous ces petits conseils, il n'y a absolument aucun problème pour que tu consommes du sureau de temps en temps. C'est un excellent aliment qui a notamment des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si tu as appris quelque chose ou bien si tu savais que ces 5 aliments pouvaient être un petit peu menaçants pour toi. On est sur un format assez différent de ce que je fais d'habitude. On est moins dans l'éducation alimentaire, on est moins dans le côté médical. On est sur un format plutôt détente, plutôt divertissement. Je sais pas trop ce que ça donne. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et ce que tu veux que je continue ces petites séries un peu plus originales que d'habitude. Si la vidéo t'a plu, bien évidemment, je t'invite à laisser un like et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!